Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 29 juin. Zoom ce soir sur un des baromètres de la santé de l'économie d'un pays, le BTP. Quand le bâtiment va, tout va, dit-on. Mais quand le bâtiment s'arrête, cela risque d'impacter le PIB national puisqu'il y contribue à hauteur de 6,6%. La Fédération marocaine des matériaux de construction a tiré la sonnette d'alarme, proposant son plan de relance à travers une batterie de mesures d'ordre financier, administratif, fiscal ou encore budgétaire. Le secteur peut même, selon la même fédération, contribuer à relancer la croissance économique du pays. David Toledano, président de la Fédération des industries des matériaux de construction, sera avec nous en première partie de Questions Éco. Et pour la seconde, nous mettons la lumière sur les bureaux de change. Quel état des lieux après 3 mois d'inactivité et en attendant la réouverture de nos frontières et une réunion décisive avec l'Office d'échange. Abdeslam Yemlahi, président de la Fédération nationale des associations régionales des bureaux de change, nous dressera le bilan de la situation. Merci de rester avec nous. Et tout d'abord, un état des lieux et les revendications des entreprises des matériaux de construction suite à la crise Covid. C'est un sujet signal. Benani. La crise sanitaire n'a pas épargné le secteur de la construction. De nombreux chantiers ont connu un coup d'arrêt. Plus de 40% du chiffre d'affaires a été perdu, voire 70% pour certaines filières. Même sort pour les employés. Près de la moitié s'est retrouvée au chômage. Pour relancer le secteur, la Fédération des industries des matériaux de construction a proposé plusieurs mesures d'ordre financier, fiscal, administratif ou encore budgétaire. Il s'agit tout d'abord de l'accélération de la commande publique. Il est aussi question de réactiver les chantiers étatiques et les projets de construction. Autre mesure phare, le financement des entreprises à des taux bas, la simplification des procédures administratives et le soutien aux acquéreurs de logements. Mais la mesure la plus audacieuse est liée à la question de la protection de l'industrie locale face à la concurrence étrangère. Le protectionnisme semble être la solution la plus radicale pour relancer le secteur selon les professionnels. Pour favoriser le Made in Morocco, la fédération a même proposé de sanctionner les opérateurs qui continuent d'importer. Il est à rappeler que ce secteur compte plus de 700 entreprises industrielles avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 45 milliards de dirhams et crée plus de 200 000 emplois directs. Et pour plus de détails, nous joignons par Skype depuis Rabat David Toledano, président de la Fédération des industries des matériaux de construction. Bonsoir David Toledano. Bonsoir. Merci de votre invitation et félicitations pour votre introduction qui est très pertinente. Merci beaucoup. En tout cas, si on devait peut-être aussi évaluer non seulement l'impact de la crise Covid sur le secteur, mais aussi l'impact des mesures entreprises par le comité de veille économique sur les entreprises du secteur. Quelle évaluation faites-vous de ces mesures-là ? Écoutez, d'abord, l'impact du Covid sur le secteur, donc qui a été, comme pratiquement l'ensemble des secteurs, véritablement catastrophique. Nous avons essayé de résister au maximum avant que nos usines commencent à s'arrêter les unes après les autres par manque de demande. Et puis, bien sûr, à partir du moment où la demande a complètement chuté, les chantiers se sont arrêtés et bien entendu les plateformes logistiques qui faisaient la distribution et qui permettaient d'écouler les productions se sont arrêtées elles aussi et par la suite bien entendu les usines qui avaient constitué des stocks importants. Donc voilà la situation pendant cette période de Covid. Alors, bien entendu, nous avons essayé de voir avec les pouvoirs publics, avec la CGM, de travailler sur des mesures de relance, ou en tout cas des mesures de reprise qui nous permettraient d'améliorer ou en tout cas de reprendre la main sur notre secteur. Si vous voulez, notre secteur regroupe une dizaine d'associations et parmi les plus importantes, il y a l'APC, les cimentiers bien sûr, les céramistes, carreaux et sanitaires, les aciéries, les marbriers, les briquetiers, les produits en béton, les bétons prêts à l'emploi, le sable, les agrégats. Et c'est dire que c'est un secteur qui est extrêmement important et nous faisons partie d'un club extrêmement restreint
de pays qui ont la chance d'avoir tous leurs besoins pour l'acte de bâtir qui est fabriqué au Maroc, et on reviendra là-dessus tout à l'heure quand on parlera des importations. Donc voilà un petit peu le secteur, comment il est. L'impact a été assez disparate. Quelques industries ont résisté un peu mieux que les autres, mais globalement, les choses se sont situées autour des chiffres que vous avez annoncés. Alors, pour revenir justement aux mesures, parmi les mesures entreprises par ce comité de veille économique, il y a ce Daman Oxygène, cette facilité, ces prêts que les entreprises peuvent contracter pour justement alléger un peu la pression sur leurs finances. Qu'en est-il des entreprises du secteur que vous représentez? Ont-elles bénéficié justement de ce Daman Oxygène, tout comme les autres qui ont eu recours à cette ligne de crédit? Alors, il faut savoir que nous sommes liés au secteur du bâtiment et travaux publics très fortement, et aussi à tout ce qui touche à la promotion immobilière et à la construction de façon globale. Alors, nous avons constaté que certains de nos industriels ont pu bénéficier effectivement de Daman Oxygène, mais nous attendions avec impatience Daman Relance. Et nous sommes un petit peu déçus de la façon dont Daman Relance est fait. Il est beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant. Le taux est légèrement inférieur au premier. Et aujourd'hui, tout le secteur du BTP attend avec impatience le traitement de ces dossiers sur Daman Relance, qui est beaucoup plus intéressant que Daman Oxygène. Donc, on rentre là dans les mesures que nous avons demandées, si vous voulez, pour un peu relancer le secteur. Allez-y, je vous en prie. Et nous avons demandé, en fait, qui sont axés autour de 3 grands axes qui sont essentiels pour nous. La relance de l'offre, c'est-à-dire de permettre à nos unités de production, comme a dit un grand économiste, nos usines n'ont pas été détruites. Les machines sont là, les usines sont là, les hommes sont là, les techniciens sont là. Nous attendons de redémarrer, mais il faut qu'il y ait les conditions pour que cette offre revienne en force sur le marché. Donc, elle est liée au financement, elle est liée à un certain nombre de mesures fiscales et à d'autres mesures. Ensuite, c'est la relance, c'est la demande. Donc, il faut aussi soutenir la demande. Alors, au niveau de la demande, nous avons demandé et nous avons tout essayé pour que les chantiers ne s'arrêtent pas et que nous puissions garder des chantiers pendant toute la crise, y compris pendant les moments les plus durs. Ça n'a pas été facile, mais nous avons eu le soutien de nos gouvernants et des différents ministères qui ont pu faciliter un certain nombre de circulations de biens, de personnes, etc. et qui a permis au moins à cette bougie de ne pas s'éteindre tout à fait et de continuer à travailler sur cette demande. Aujourd'hui, nous demandons à ce qu'il y ait plus de soutien à cette demande. Nous demandons à ce que les acquéreurs, par exemple, puissent eux-mêmes être soutenus. Il faut changer de braquet. Il faut qu'il y ait un retour de confiance pour que les problématiques que connaissent un certain nombre, des milliers d'acquéreurs et qui sont suspendus à des situations incroyables. Vous avez entendu qu'il y avait un grand nombre de scandales. Il faut qu'on sorte de là. Donc, il faut renforcer tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est qualité, tout ce qui est normatif, de façon à ce que les acquéreurs potentiels puissent retrouver la confiance et puissent repartir au niveau d'avoir une relance sur le bâtiment. En ce qui concerne le BTP, il faut que le BTP soit considéré comme un moteur essentiel de la relance de l'économie. Et cette demande doit être tirée par la commande publique. Et dans toutes les crises mondiales qui sont passées à travers les âges, le redémarrage par le lancement comme le New Deal, comme d'autres politiques qui ont été des politiques de redistribution et non pas des politiques d'austérité, et qui ont permis, par le biais de relance de commandes publiques, avec des programmes clairs, avec une vision claire, de tirer et d'être un véritable moteur
de notre économie et de cette relance qui ne peut se faire que par là. Est-ce que, bon, alors, puisqu'on parle de relance et puisqu'on parle justement de reprise, qu'en est-il des tensions avec les donneurs d'ordre? Se sont-elles apaisées entre-temps? Qu'il y a eu des tensions qu'on a suivies? Oui. Vous savez, comme je dis, on ne peut pas tout résoudre du jour au lendemain. Il y avait, avant la crise du Covid-19, des problèmes structurels dans nos secteurs, que ce soit au niveau du BTP, qu'au niveau de notre capacité de production qui aujourd'hui dépasse très largement nos besoins. Vous savez qu'au niveau du sanitaire, par exemple, nous produisons 5 millions de pièces. Et sur les 5 millions de pièces, il y a presque 70% exportés, compte tenu des besoins du pays. Nous avons une surproduction dans l'acier. Nous avons aujourd'hui une capacité de production de plus de 21 millions de tonnes. On en a utilisé en 2019 que 13. Au niveau des carreaux, nous avons une capacité installée aujourd'hui de 120 millions. C'est ce qui ne nous empêche pas d'importer des carreaux et d'en importer beaucoup. Donc aujourd'hui, il y a les problèmes qu'ont connus les promoteurs immobiliers, qui continueront à connaître pendant les 5 dernières années, les entreprises du BTP, dont beaucoup étaient sous-capitalisées, et d'autres dans nos secteurs. Donc aujourd'hui, il faut, je pense, se focaliser sur la relance. Et se focaliser sur la relance, c'est donner les moyens financiers et donner la commande pour que les entreprises nationales qui ont atteint de véritables capacités, je dirais, reconnues à l'international, parce que notre entreprise s'exporte, nos produits s'exportent, pour qu'on puisse acheter l'essence, comme me disait un de mes amis, pour que la voiture puisse redémarrer et circuler. Les clés sont là, la batterie est là, la voiture est là, le moteur est parfait. Il faut les moyens pour redémarrer, et ce sont les moyens financiers. Aujourd'hui, on voit bien, quand on fait un petit benchmark ou quand on écoute les informations en Europe et ailleurs, qu'il y a des milliards d'euros qui sont injectés dans l'économie, secteur par secteur, pour pouvoir faire face à cette relance de l'économie. D'ailleurs, ce que vous demandez aussi, c'est que, justement, pour réussir cette relance, la préférence nationale doit être systématique de 15% pour tous les marchés publics, y compris pour ceux des collectivités territoriales et autres établissements publics. Nous nous sommes battus pendant des années sur cette histoire d'appel d'offres et de 15%. Aujourd'hui, nous avons un texte sur les appels d'offres qui est un texte qui tue les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on accepte d'avoir des soumissions, des offres qui sont inférieures de 30% à la valeur estimée du marché. Comment voulez-vous qu'un entrepreneur puisse gagner quelque chose s'il fait un rabais de 30% pour pouvoir passer ? Et sachant les estimations, chose qui n'était pas connue à l'époque, et pour un souci de transparence, on a voulu faire connaître ça, et ça aboutit à une terrible guerre entre les soumissionnaires qui baissaient les prix et qui savaient qu'en dessous de 30%, ils ne passeraient pas. Ce qui fait que de grandes entreprises, je vous donne l'exemple de grandes entreprises autour de Rabat, etc., qui ont déposé le bilan après 40 ans d'activité professionnelle sérieuse. Donc il faut déjà enlever cette règle et de dire que de le ramener à 20%, peut-être 25% au maximum, et encore, d'une part. Et d'autre part, 15%, ce n'est rien du tout, 15%. Il faut véritablement aller vers plus pour que nos entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, qui se sont structurées, qui ont investi, puissent bénéficier et puissent rentrer dans, même au niveau des partenariats publics-privés, il faut essayer de baisser les volumes, en tout cas les valeurs des PPP, pour que l'entreprise marocaine puisse soumissionner. Sinon, nous allons voir arriver des grands groupes internationaux et qui vont proposer le financement. Vous savez ce que c'est qu'un partenariat public-privé, et vous ne pouvez pas faire autrement que... Je voudrais juste qu'on termine peut-être sur cette question du blocage des importations, ce que vous avez proposé aussi, de bloquer les importations de matériaux de construction. Oui, je voudrais être clair sur ce point. Je ne veux pas de blocage des importations. Ce que j'ai dit et ce que je répète clairement, c'est que tout le monde doit travailler. Il y a au Maroc une ouverture, il y a des gens qui ont des gros moyens, qui construisent
des palais, qui construisent des maisons et qui ont besoin ou qui veulent dépenser leur argent en achetant des produits de très haute gamme, que ce soit dans les marbres, dans les carreaux et dans d'autres produits. Mais quand on fait des importations de produits de bas de gamme, sur lesquels on va tuer l'entreprise nationale qui essaye de se battre pour monter en créneau, pour monter en gamme, pour monter en qualité, ça c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Donc moi ce que j'ai dit, on peut geler les importations avec des contingentements pour permettre aux gens qui ont besoin d'importer ce qu'ils ont besoin pour travailler, ne pas les tuer eux aussi, la possibilité de le faire. Voilà un peu Merci beaucoup. Votre idée. Je vous en prie. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions, David Toledano, président de la Fédération des industries des matériaux de construction. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Voilà, passons tout de suite à la deuxième partie de Questions Éco. Et nous commençons avec ce sujet de Ala Benani sur l'impact du corona sur l'activité des bureaux de change. Regardez. Les gérants des bureaux de change pourront-ils se relever du coup porté par le coronavirus à leur activité après 3 mois d'arrêt ? Si les hôtels et les restaurants rouvrent progressivement, l'État a estimé que la reprise n'est pas encore d'actualité pour les cambistes. Motif, l'absence de flux de touristes à cause des frontières du royaume toujours fermées. Un écueil de plus qui vient s'ajouter aux difficultés structurelles qui freinent le développement de leur activité. Les cambistes subissent en effet une rude concurrence de la part des banques et les opérateurs de l'informel qui cèdent ou échangent des devises. Autre contrainte qui se greffe à leur activité, la marge au profit des bureaux de change est très minime, 0,2% face à une marge variant entre 1 et 3,4% pour les autres opérateurs. Les bureaux de change soulèvent une autre injustice amplifiée par la pandémie, une asymétrie dans les rapports banque-bureau de change. Si les premières peuvent conserver sans limite les devises collectées pour les revendre à leur convenance, les bureaux de change doivent céder dans les 24 heures leur excédent au-delà de 500 000 dirhams aux banques. Les professionnels de ce secteur fortement liés au tourisme restent optimistes en tout cas, surtout après la promesse de l'Office d'échange d'écouter leurs revendications. Rappelons que plus de 1000 points de vente canalisent chaque année 50 milliards de dirhams en devises, soit 80% des billets de banque captés par le Royaume ou 20% des réserves en devises. Depuis Fès par Skype, Abdeslam Yemlahi, président de la Fédération nationale des associations régionales des bureaux de change. Bonsoir, monsieur Yemlahi. Bonsoir, madame. Vous avez peut-être... Merci de votre accueil. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur Questions Éco. Alors, peut-être vous avez quelque chose à ajouter sur l'état des lieux après 3 mois d'inactivité, bien sûr, outre que ce que l'on vient de suivre dans le reportage. Pardon ? Vous avez suivi le reportage avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter peut-être par rapport à l'évaluation de la situation aujourd'hui des bureaux de change, bien sûr, à travers la fédération que vous représentez? Absolument. Donc, déjà pour commencer, pour vous donner une idée sur et aux téléspectatrices et spectateurs, sur l'importance de notre secteur d'activité, effectivement, nous gérons 1000 points de vente. Sur tout le territoire marocain, de Tanger à Laayoune. Malheureusement, toutes ces entités ont été totalement immobilisées pendant les 3 mois et demi, et principalement sur les sites touristiques, Fès, Marrakech, Agadir, Rabat, Casa, Tanger, pratiquement toutes les régions touristiques du Maroc. Bon, malheureusement, cette situation s'est traduite par la perte d'emploi d'environ 5000 employés, collaborateurs, donc qui jouissent des avantages sociaux et tout ça. Donc, malheureusement, cette période s'est traduite par une accumulation des charges fixes très importante, concernant le complément des salaires, parce que nous devons compléter, nous recevons, nos employés reçoivent l'indemnité de 2000 dirhams de la CVE, et malheureusement, nous sommes obligés de leur compléter leur salaire. Nous sommes obligés de payer les loyers, payer les factures des prestations et tout ça. Donc, automatiquement, nous sommes complètement immobilisés, nous n'avons plus de revenus et les charges sont là.
Donc, Donc, pardon. Je vous en prie, je vous laisse finir peut-être votre idée, Monsieur Mleh. Effectivement, donc, nous sommes dans l'impossibilité de résister au-delà du deuxième semestre, parce que nous devons, en principe, du moment que les frontières resteront bloquées, apparemment sont fermées, et puis donc malheureusement... Si les frontières restent fermées, pas d'activité pour vous, c'est clair? Absolument. S'il n'y a pas de touristes, pas de éméreux? Pas de touristes, pas d'éméreux, nous n'avons aucune source de revenus. Parce que malheureusement, nous sommes handicapés par l'objet unique. Notre activité est un autre objet unique. D'ailleurs, ce sont ces points-là que nous avons soulevés à maintes reprises depuis 13 ans maintenant. Hein. Ça fait 13 ans qu'on en parle et qu'on pose les questions et les revendications auprès des responsables, que ce soit le ministère des Finances, l'Office d'échange, Banque Le Maghreb. Nous avons eu des multitudes de rencontres, malheureusement, mais en vain. Et puis, donc, c'est ça qui nous bloque. Alors maintenant, il faut absolument qu'il cherche des alternatives pour que nous puissions au moins démarrer, reprendre notre activité à l'instar des autres secteurs d'activité qui sont touchés. Mais malheureusement pour nous, nous n'avons aucune alternative. Donc en fait, normalement, vous devez avoir une réunion dans ce sens avec l'Office d'échange, n'est-ce pas? Quoi allez-vous discuter justement? Quels sont les points importants que vous allez soulever lors de cette réunion? Qu'est-ce que vous allez demander finalement à ces autorités? Voilà, d'accord. Alors déjà pour vous donner une idée, donc heureusement que nous avons eu déjà une réunion le jeudi dernier, le 25 courant, avec l'Office d'échange. Donc nous avons, parce que ça fait depuis 3 mois que nous avons saisi l'Office d'échange, le CVE, Monsieur le chef du gouvernement, la CGM dont nous sommes membres, partenaires, membres, oui. Et puis donc malheureusement, rien n'a été fait. Alors cette dernière réunion, nous avons senti légèrement un peu d'ouverture, mais ça reste toujours comme promesse, parce que rien n'est gagné, hein. Franchement, parce que nous avons pas mal de propositions, telles que par exemple les opérations de transfert et de paiement, à l'instar des sociétés de transfert qui, elles, bénéficient des opérations de change au même titre que nous, oui, et les opérations de transfert et de paiement. Nous avons besoin également de la modification, parce que il faut citer que ce problème-là s'est aggravé à partir du lancement de la flexibilité. Parce qu'avant la flexibilité, la flexibilité, vous n'aviez pas ce problème. Donc la flexibilité, le passage. Pardon, je m'excuse. On avait toujours des problèmes, mais pas aussi graves que maintenant. À partir de la flexibilité, maintenant, c'est pratiquement insupportable, hein, parce que déjà la circulaire qui a mis en place, la Banque Le Maghreb avait mis en place la circulaire qui vous parlez de la circulaire de novembre dernier, n'est-ce pas? De novembre 2019. Malheureusement. Avec le cours qui nous est imposé par les banques. Parce que cette circulaire avait créé justement un marché interbancaire en devises, parce que le marché en Iran existait déjà. Donc elle avait créé un marché en devises entre les banques, interbancaires malheureusement, et nous sommes complètement exclus. Nous ne sommes même pas cités sur les articles de cette circulaire. Alors, malgré que la Banque Le Maghreb avait élargi les limites de fluctuation, de la bande de fluctuation, qui était à plus ou moins 5%, et il augmentait à plus ou moins 7 et 8%. Mais malheureusement, cette souplesse n'a rien apporté pour nous, parce que nous, on continue à souffrir et parfois à perdre, même on n'arrive pas à perdre, parce que nous n'avons plus de visibilité. Avant la flexibilité, Banque Le Maghreb affichait le cours central, le cours de référence sur son site, la veille ouvrable de l'opération.
Maintenant, ce cours ne figure plus. Alors nous sommes complètement entre les mains des banques qui sont considérées comme juges et parties, parce qu'ils ont la latitude totale de fixer les cours qui leur conviennent, et en nous ignorant complètement, Très bien. et chose que nous ne pouvons plus résister. Très bien. Accepter plus. Merci beaucoup, Abslam Yemlahi, président de la Fédération nationale des associations. Un dernier point, je m'excuse. Rapidement, s'il vous plaît, il ne reste plus de temps. Rapidement, dans le cadre par exemple, des propositions pour, par exemple, les opérations de monétique, de cartes monétiques rechargeables dont nous ne bénéficions pas. Nous proposons même, il faut aller de l'avant, nous proposons même la création d'une salle des marchés inter-bureau de change, parce que nous n'avons pas le droit de céder les devises entre nous. Donc, nous sommes obligés de les céder à n'importe quel prix aux banques. Et d'ailleurs, nous avons justement la réglementation qui s'applique aux pays méditerranéens, par exemple, la Tunisie, par exemple. Ils ont pas mal d'avantages. Ils ont la possibilité d'ouvrir des comptes en devises au sein des banques, qui resteront à la disposition des bureaux de change. Et autre chose, au niveau par exemple de la France, ils ont la possibilité de traiter les opérations sur les pièces en or, sur les lingots en or, sur les opérations de détaxe et tout ça. Donc il y a pas mal de... Nous avons proposé... Il y a des alternatives que vous avez proposées, en tout cas, pour faire revivre l'activité. Merci beaucoup, Abslam Yemlahi. Malheureusement, l'émission... Oui, il n'y a plus de temps. Pardon, vraiment, il n'y a plus de temps. Le temps de l'émission a été écoulé. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 21h pour un nouvel épisode de Questions Écho. Et restons vigilants et prenez bien soin de vous.